Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici au Musée de la Grande Guerre dans notre salle d'exposition temporaire pour vous présenter l'exposition qui est actuellement visible au musée qui s'appelle Tranchées. Tranchées, pourquoi tranchées? Parce qu'on entend présenter ici le système tranché, donc cette organisation défensive qui s'est mise en place au cours de l'automne 1914 et qui s'est étendue en longueur, en profondeur et qui a complètement changé la façon de combattre au cours de la Première Guerre mondiale. Donc c'est ce que je vais vous présenter au cours de cette visite en live et on va également parler des idées reçues d'hier et d'aujourd'hui sur les tranchées pour essayer de revenir là-dessus. Alors, dans cet espace de présentation, d'introduction, on souhaitait rappeler, et c'est important, que les tranchées, même si elles représentent dans l'imaginaire la Première Guerre mondiale, elles incarnent la Première Guerre mondiale, eh bien les tranchées existent et sont employées dans un usage militaire bien avant 14-18. C'est ce qu'on souhaitait rappeler au travers de la présentation de cette peinture du peintre Isidore Pile et qui représente des soldats dans une tranchée. On a l'impression presque de soldats de la Première Guerre mondiale en pantalon rouge et capote gris de fer bleuté, et pourtant nous sommes dans les années 1850. C'est une représentation du siège de Sébastopol au cours de la guerre de Crimée qui s'est tenue de 1853 à 1856. Donc les tranchées, c'est quelque chose qui est connu et qui est théorisé, expliqué dans les règlements militaires d'avant-guerre. Donc les militaires qui rentrent en guerre en 1914 connaissent les tranchées, connaissent leur usage et leur emploi a été décrit et théorisé dans les règlements militaires que l'on trouve ici dans cette vitrine et dont on trouve également des extraits sur ces panneaux. Donc on voit ici la description de la tranchée pour tireur assis et le livret du gradé militaire nous explique en combien de temps la tranchée doit être creusée. Donc là, pour une tranchée pour tireur debout qui fait 1,60 m de profondeur et 1,4 m de largeur peut être creusée avec les outils à disposition des combattants entre 1h15 et 1h30. Donc en août 1914, la tranchée, on en connaît l'usage à destination militaire, même si dans la doctrine française, c'est quelque chose qui doit rester temporaire. On met en avant l'école de la volonté et la tranchée n'est là que pour se protéger de manière ponctuelle et temporaire. Les premières tranchées sont creusées en août, dès août 1914, soit quelques semaines après le début du conflit. Et ce sont d'abord c'est un réflexe bien naturel pour les combattants qui subissent le feu de l'ennemi de creuser des trous, d'abord des trous individuels pour se protéger du feu de l'ennemi, et les trous progressivement vont être raccordés les uns aux autres pour former les premiers réseaux de tranchées. Au cours du parcours de visite de l'exposition, vous avez un certain nombre de questionnaires, de questions qu'on appelait les vrais-faux. Donc ici, les tranchées existent avant la Première Guerre mondiale. Eh bien, je viens de vous expliquer que c'est vrai. Et preuve en est qu'on a présenté ici un tableau montrant Louis XIV dans une tranchée au cours du siège de Tournai, donc en 1667. Vous en avez plusieurs qui rythment ici la découverte du parcours de l'exposition. Au cours de l'automne 14, donc le réseau va se complexifier. On voit ici dans ces représentations, ces dessins de l'artiste Georges Bruyé, des soldats au cours de septembre 1914 qui sont en train de creuser la tranchée. Donc, dans cette œuvre qui s'appelle « On creuse une tranchée », on voit bien que Georges Bruyé est étonné que cette tâche aussi soit confiée aux fantassins. Et dans celle-ci, il l'appelle l'appel et on voit un soldat donc, des premières semaines, au cours des premières semaines de la guerre, qui est en train de faire une pause au moment où il creuse des tranchées. Et
cet usage des tranchées est théorisé dans différents règlements, notamment celui-ci, la note sur la fortification de campagne, qui est un document qui est envoyé en octobre 1914 et dans lequel le grand quartier général nous dit comment doit être construite et mise en œuvre une tranchée. Et on accompagne ces collections du carnet d'un soldat qui s'appelait Georges Roland et qui nous raconte vraiment comme si on y était sa première découverte, son premier passage dans les tranchées. Il est artilleur. En septembre, le 25 septembre 1914, il part en reconnaissance dans un réseau de tranchées, donc il décrit comment c'est. Il dit que c'est très bas, qu'on est obligé d'avancer à quatre pattes, et il termine en disant que c'est pas facile, mais que c'est une habitude à prendre. Et en effet, les tranchées vont s'installer dans la durée, et par contre, ça, ce n'était pas prévu. Au cours de la visite de l'exposition, on a un certain nombre de dispositifs audiovisuels et multimédia. Donc on a celui-ci qu'on appelle le système tranché et qui nous décrit le propos de l'exposition en un peu plus de 5 minutes. Donc on va le passer, mais je vous invite vraiment à venir découvrir l'exposition plus en profondeur. Après cette introduction, on rentre dans la partie la plus importante de l'exposition, qui s'appelle le système tranché. Le système tranché, qu'est-ce que c'est? C'est le nom qui a été donné par l'historien François Cochet à cet enchevêtrement de réseaux défensifs qui va complètement modifier la façon de combattre, qui va imposer aussi une vie terrible aux hommes qui y passent, qui y vivent un certain temps. C'est ce système tranché que l'on s'applique à décrire au cours de cette découverte dans différentes salles qui évoquent justement différentes petites salles qui évoquent différents abris de la tranchée. Dans cette première salle qu'on appelle creusée, puisqu'évidemment les tranchées, il faut les creuser, et elles sont creusées par les hommes essentiellement. Il y a à la main avec les outils dont ils disposent, les outils individuels ou les outils collectifs qui sont des pelles. Par exemple, chaque combattant français avait une pelle qu'on appelle la pelle Lippmann, qui se trouve ici. Donc elle était employée par les combattants, enfin elle était distribuée aux combattants depuis la fin des années 1870. Donc vous voyez que la particularité de cette pelle, c'est qu'elle a un manche très court. Donc évidemment, c'est plus compliqué et plus long pour creuser, mais ça permet de creuser en étant à quatre pattes, par exemple, et pas debout. Donc c'est une habitude qui est à prendre. Cette nécessité de creuser les tranchées, tout ça, ça va être théorisé par l'armée. On va expliquer et apprendre aux hommes qui arrivent sur la troupe, qui arrivent sur le front, qui n'ont jamais combattu, comment on creuse les tranchées. Donc ça, on le montre au travers de différents manuels de combattants. Et on présente également quelques-uns des objets utilisés pour creuser et entretenir ce réseau de tranchées extrêmement complexe qui s'étend sur 750 km de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Un réseau qui a été creusé par les hommes. Donc je vous parlais des outils individuels ou des outils collectifs. Vous avez par exemple ici une pelle pioche, et là vous avez des pelles collectives. Alors évidemment, on creuse les tranchées différemment selon la géographie et la géologie du sol, qui est très différente sur cette ligne de front de 700 km. On ne creuse pas, on creuse dans la roche, par exemple dans les Vosges, on creuse dans la terre crayeuse en Champagne, et on creuse dans la terre argileuse dans la Somme. Creuser les tranchées, entretenir les tranchées, ça fait partie des corvées quasiment quotidiennes qui sont dévolues aux combattants. Et les corvées, c'est quelque chose, le terme en lui-même est explicite, c'est quelque chose qui est
compliqué, douloureux, difficile, puisque tout ça se met en place alors même que l'ennemi peut nous bombarder ou nous tirer dessus. Alors dans les autres outils, on a par exemple ces poteaux en bois, ces poteaux qui servaient, une fois plantés au-dessus du parapet, à déployer les réseaux de barbelés. Un poteau qui s'accompagne d'un maillet en bois. Et on a encore une œuvre de l'artiste Georges Brouillet qui nous dit qui nous montre en fait des hommes en train d'acheminer ces poteaux au plus près des premières lignes, parce qu'il faut bien imaginer, il faut bien comprendre en fait que tout ce qui va servir à la guerre pour les combattants doit être amené, apporté à dos d'hommes au plus près des lignes, alors que ce soit les armes et leurs munitions, que ce soit le matériel pour construire et consolider les tranchées, les planches de bois, les fascines, les tôles, les morceaux de parpaing, puisqu'on construit également on consolide également les parois des tranchées, le parapet ou le parados avec des parpaings sur certains fronts. Vous en avez un exemple ici, c'est un parpaing un parpaing préfabriqué qui nous vient des Vosges, de Larsman-Villercoff plus particulièrement. Donc tout ce matériel et aussi également tout ce qui est nécessaire à la vie des hommes, c'est-à-dire le ravitaillement, l'alimentation, la boisson, tout ça c'est acheminé au cours de corvées par des hommes dont le quotidien est marqué vraiment par ces différentes corvées qui sont à accomplir. On a souhaité présenter des combattants issus de 3 nationalités, donc un homme du génie, un sergent du 1er régiment du génie, donc un Français, un Britannique et un Allemand en tenue de travail, donc une tenue plus légère, pour bien rappeler en fait que la vie des hommes est dans les tranchées, les hommes y vivent de manière assez ponctuelle, on ne vit pas en permanence. Enfin, les combattants français ne vivent pas en permanence dans les tranchées, à l'inverse des combattants allemands, mais la vie des hommes est vraiment rythmée par ces travaux, ces corvées, pour entretenir, consolider les réseaux de tranchées, qui sont des tâches quotidiennes. On a également une séquence sur habiter qu'on ne va pas découvrir aujourd'hui. On va passer à la séquence suivante qui s'appelle gaieté. Donc vous voyez la scénographie de l'exposition. Là, on est véritablement en train de la traverser. On évoque un boyau. Le boyau, c'est les tranchées parallèles qui relient la première ligne à la deuxième ligne et la deuxième ligne à la troisième ligne. Donc c'est des tranchées de plus petite taille, que ce soit en largeur ou que ce soit en profondeur, que les hommes devaient traverser pour aller d'une tranchée à l'autre. Et donc cette scénographie entend évoquer un boyau de circulation dans un réseau de tranchées. Alors, les hommes, les combattants qui sont dans les tranchées, les Français, les Allemands, les Britanniques, passent beaucoup de temps également à s'observer, se surveiller. Ça fait partie des missions. On regarde ce qui se passe de l'autre côté, on regarde les mouvements de troupes, on regarde l'activité de l'adversaire pour savoir si quelque chose se prépare, s'il y a des acheminements de troupes, s'il y a des acheminements de munitions. Ça peut laisser supposer qu'une attaque est en cours de préparation. Donc, pour observer, évidemment, il faut se protéger parce que si on sort la tête de la tranchée, on devient une cible pour les tirs ennemis. Donc les combattants, les intendances, les états-majors développent un certain nombre de matériels ou de systèmes pour observer l'adversaire sans être vu. Et ça c'est extrêmement important. Donc vous avez ici
2 plaques de blindage, on appelle ça plaques de blindage. C'est des plaques métalliques avec des trous qui sont percés, soit pour observer, soit pour placer le canon d'un fusil. Et c'est des matériels qui sont distribués dès octobre 1914 sur le front. Donc ils sont placés au niveau du parapet, ici, et ils permettent aux combattants d'observer ce qu'il se passe sur le No Man's Land. Alors le No Man's Land, on en reparlera, mais pour vous donner la définition dès à présent, littéralement c'est le terrain de personne, c'est la zone de terre qui peut faire une dizaine de mètres jusqu'à 200 mètres, voire 1 kilomètre dans certaines zones de plaine, qui sépare les premières lignes ennemies. Donc c'est une zone extrêmement dangereuse qui est la plupart du temps recouverte de barbelés. Et on doit la surveiller puisque c'est là qu'on peut voir apparaître les combattants adverses qui peuvent venir à l'occasion d'assauts ou de coups de main. Un autre système qui est très populaire, très popularisé à l'époque, on en a des témoignages dans la presse, c'est les périscopes de tranchées. Alors vous en avez ici quelques modèles qui sont présentés. C'était bien pour nous aussi de les exposer là, puisque dans le parcours de visite permanent, on n'a pas eu, on n'en présente pas, on n'en présentait pas jusqu'à présent, et c'est une sélection. Mais dans les collections, on en a d'autres modèles. C'est pour vous dire l'importance de l'objet et aussi la variété des types et des matériels. Alors certains sont créés par sont imaginés, sont conçus par des combattants un peu bricoleurs. Le principe de base est très simple, c'est un système de 2 miroirs. On observe par le miroir du bas ce qui se reflète sur le miroir du haut, et après c'est un système optique, mais d'autres plus ou moins industrialisés, plus ou moins pratiques, sont conçus, sont distribués, voire sont achetés par les combattants pour pouvoir observer sans être vus. Donc vous avez des modèles italiens, vous avez des modèles britanniques, des modèles français évidemment et des modèles allemands. Un autre dispositif pour observer, ce sont ces créneaux de tir, des créneaux de tranchées qui peuvent être de tir, comme celui-ci. Donc là, on a un espace qui nous permet de placer le canon du fusil pour pouvoir tirer, ou un créneau d'observation. On peut observer tout en étant semi-protégé. On présente également 2 silhouettes de guetteurs dans les tranchées. Alors ce qu'on peut dire sur ces deux tenues, c'est qu'on a ici un Français au début de la guerre, il est encore en capote gris de fer bleuté. On est dans le premier hiver de guerre. On est en novembre, décembre 14, et rien n'a été prévu en fait pour les hommes pour passer ce premier hiver dans les tranchées. Donc il fait froid, on va leur distribuer très rapidement des peaux de mouton qui sont fabriquées de manière très simple. Et on autorise également les combattants français à porter leur toile de tente comme un imperméable pour les protéger de la pluie. Ça, c'est la silhouette d'un homme au cours des premiers mois de la guerre, d'un soldat français au cours des premiers mois de la guerre, qui est placé dans ce qu'on appelle les petits postes. Les petits postes, c'est les postes d'observation qui se trouvent en avant, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres en avant des premières lignes de tranchées, dans lesquelles des hommes, à tour de rôle, c'est une corvée également, sont envoyés pour observer les mouvements d'ennemis. Ils servent de sonnette, d'alerte pour indiquer s'il se passe quelque chose du côté de l'ennemi. Donc ça, c'est un soldat français, un guetteur français. Et à l'opposé, on a un guetteur allemand qui est avec une cuirasse en acier qu'on appelle la Sappenpanzer. Donc c'est une cuirasse pour se protéger le ventre notamment, le haut du corps. Et là, on notera également que le combattant est équipé d'un casque en acier.
On a un groupe de jeunes scolaires qui visitent l'exposition en même temps que nous, donc on va attendre qu'ils passent pour pouvoir poursuivre la découverte de ces collections. Bonjour. Donc, pour observer, pour guetter dans les tranchées, évidemment, il faut avoir des équipements qui permettent de se protéger des balles ennemies. Donc, c'est pour ça que les combattants, qu'ils soient français, qu'ils soient britanniques ou qu'ils soient allemands, vont être équipés de matériel en acier. On a des exemples ici de casques de protection. Alors on a un casque, enfin une plaque frontale GAID, donc un matériel allemand, et ici un casque Adrian italien avec des pattes de protection. Donc ça, c'est vraiment les équipements qui sont portés par les guetteurs, hein, parce que évidemment ils sont très lourds. La Sappenpanzer, elle pèse plusieurs kilos. Donc on ne peut pas partir à l'assaut avec une cuirasse qui fait 10 kg sur soi. Donc c'est vraiment pour utiliser en position statique quelques instants, quelques minutes, le temps de sortir la tête du petit poste. Donc dans les représentations artistiques, hein, par les soldats qui sont dans les tranchées, on a souvent ces représentations de guetteurs, d'hommes qui sont protégés par le réseau, par des sacs de sable, par des fascines, et qui passent des heures et des heures, de jour comme de nuit, pour guetter les mouvements de l'ennemi. Alors, on poursuit la visite de l'exposition. Et on arrive dans l'espace qui concerne donc le no man's land. Je vous ai parlé du no man's land tout à l'heure, ce terrain de personne. Alors c'est une expression qui est consacrée, hein, qui est utilisée, qui est employée pour la première fois en décembre 1914 par un journaliste britannique, hein, pour décrire ce terrain extrêmement dangereux. Et pourquoi il est dangereux? Parce que c'est le terrain à traverser quand on part à l'assaut, quand on part attaquer les positions de l'ennemi. Donc chacun des belligérants, pour le protéger, le couvre, alors soit de queue de cochon. Qu'est-ce que c'est que les queues de cochon? C'est ces bâtons métalliques de forme dont la base est hélicoïdale. Donc la base servait à être plantée dans le sol, et ensuite on se servait des nœuds dans la partie métallique pour fixer du barbelé. Alors le barbelé, ça a été inventé dans les années 1870 aux États-Unis pour fermer, pour enclore les grandes propriétés agricoles de l'Ouest américain. Donc comme ça permettait de faire des économies de main-d'œuvre. Hein. Les cow-boys, on devait les payer. Quand on fermait, quand on clôturait des grandes prairies pour mettre le bétail, une fois que le barbelé était installé, on n'avait plus besoin de personnel. Donc ça a été inventé aux États-Unis, mais très vite le barbelé va être employé à un usage militaire dans les conflits qui précèdent la Première Guerre mondiale. Et une fois que la guerre est stabilisée, le no man's land va se couvrir véritablement de fils de fer barbelés. Alors tout ça, c'est très organisé, très théorisé. Il y a différents systèmes, différentes façons de déployer le barbelé. Et c'est également une corvée qui doit être effectuée par les combattants. Donc vous avez ici encore une œuvre de Brouillet qui nous montre l'installation de barbelés, donc une corvée très risquée, très dangereuse, qui s'effectuait le plus souvent la nuit. Donc on sortait de la tranchée, on montait sur le no man's land et on allait déployer du barbelé, alors qui était mis en place soit sous forme de grosses boules, on appelait ça des œufs de Pâques, soit sous forme de réseau brun, soit tiré d'un câble à un autre. Et c'était le barbelé, c'est vraiment représentatif d'une peur des combattants de toutes les nationalités, en fait, d'y être parqués,
accrocher, déchirer et de ne pas pouvoir s'en sortir et de se retrouver là, la cible des tirs ennemis. Donc on a des descriptions, des représentations de soldats comme celui-ci, dans cette œuvre de Lobérich, où on voit un homme qui a été pris dans un enchevêtrement de barbelés, sur lequel, qui a été blessé et qui ne peut pas en sortir. Et ses camarades, en fait, n'ont pas la possibilité d'aller le rechercher. Et il va agoniser là pendant plusieurs jours, pris dans les barbelés. Donc les barbelés, c'est emblématique du système tranché. C'est représentatif de la stagnation du front, qui est vraiment la caractéristique de la Première Guerre mondiale, et du no man's land. Donc, dans le no man's land, on trouve également des chausses trappes. Donc c'est des morceaux de métal qui sont assemblés sous forme d'étoiles, comme celles qui sont ici, et dans lesquelles, évidemment, les combattants pouvaient se prendre et se faire transpercer au moment des passages dans le no man's land. Donc ces représentations du no man's land, elles sont également nombreuses dans différentes visions, mais c'est toujours un terrain qui est lunaire, dévasté, marqué par des trous qui sont les trous d'obus qui se remplissent d'eau quand il y a de la pluie. C'est un lieu qui fait peur, c'est un lieu extrêmement dangereux. Et pourtant, c'est le lieu en fait qu'il faut traverser quand on doit partir à l'assaut. Même si les soldats dans les tranchées subissent plus les bombardements ennemis, subissent plus le feu de l'ennemi, et c'est une expérience terrible et très douloureuse, qu'ils ne montent à l'assaut. Ça arrive, mais ça ne fait pas partie du quotidien des combattants. Donc quand on part à l'assaut, ou alors quand certains corps spécifiques sont envoyés pour faire des missions de patrouille, des missions de capture de prisonniers, ils doivent traverser le no man's land. Donc là, on utilise des cisailles de ce type pour couper les réseaux de barbelés. Donc ça, c'est le moyen le plus basique, mais ce qui est employé le plus souvent, et notamment en préparation des attaques, c'est les bombardements d'artillerie. Donc c'est les explosions d'obus qui permettent de briser les réseaux de barbelés. Alors une arme on est dans la séquence sur combattre ici, une arme qui est caractéristique également de la stagnation du front, de l'enlisement du front. En plus des barbelés, c'est évidemment la mitrailleuse. Il y en a eu différents modèles. Chaque armée avait son modèle de mitrailleuse. Ici, on a choisi de présenter une mitrailleuse Hotchkiss, donc une mitrailleuse qui a été développée, imaginée par l'industrie privée, par la société Hotchkiss. Il faut savoir qu'avant la guerre, la France, les combattants français, les mitrailleurs français étaient équipés de la Saint-Étienne, mitrailleuse Saint-Étienne, mais qu'elle va se révéler totalement inadaptée à la guerre des tranchées. C'est une arme qui est de bonne qualité, mais qui est extrêmement fragile, et avec la boue, avec la poussière, elle souffre. Donc l'armée française va utiliser après, par la suite, mais ça va être adopté également par d'autres belligérants, comme les États-Unis, quand ils rentrent en guerre, vont utiliser cette mitrailleuse Hotchkiss qui se transporte plus facilement, qui tire, qui est plus à même d'être utilisée dans des conditions de vie de tranchée. Donc l'armement évolue au cours de la guerre, du fait de la stagnation du front, du fait de l'enlisement, du fait du système tranché. Alors je vous ai parlé des mitrailleuses, qui sont des armes redoutables et qui sont très efficaces pour arrêter les assauts ennemis. Mais une autre arme qui apparaît au cours du conflit, c'est l'artillerie de tranchée. Donc dans les tranchées, on a besoin de tirer avec un tir courbe et à une distance assez limitée, on va dire entre 500 et 1 km. Les Français, en 1914, l'armée française n'avait pas d'artillerie de tranchée. Les Allemands disposaient de mortiers lourds type Minenwerfer, comme on en a ici, et les Français vont concevoir leur propre artillerie de tranchée
Alors d'abord, on va sortir des pièces anciennes des arsenaux, comme ce petit mortier de 15 cm, c'est un modèle 1838, donc c'était une arme qui a été utilisée au moment de la conquête de l'Algérie en 1838 et qui a été ressortie des arsenaux pour tirer sur les lignes allemandes. Et puis l'artillerie de tranchée va se complexifier, va se développer avec différents modèles. Il y a beaucoup de recherches, d'ingéniosité pour arriver par exemple à ce canon de 240 de la Société de construction des Batignolles. Donc, beaucoup de pièces d'artillerie de tranchée différentes qui évoluent en fonction des usages aussi. Est-ce qu'on prépare une attaque? Est-ce qu'on veut soutenir une attaque? C'est des choses différentes. Mais l'artillerie de tranchée, à la différence de l'artillerie de campagne et du canon de 75, c'est des pièces qui sont utilisées en première ligne ou dans les premières lignes. Donc il faut s'imaginer en fait que tout ça, c'est des pièces qui sont amenées par les hommes dans les réseaux de tranchées et qu'ils transportent aussi bien les armes que les obus et les munitions qui servent à employer ces armes. On a également des évolutions dans l'armement individuel. Donc là, on a présenté plusieurs Lebel, dont ce très beau Lebel, alors ça c'est plutôt un prototype, ça a été sans doute distribué qu'aux meilleurs tireurs, mais on a ce qu'on appelle un Lebel de tranchée. Donc là, l'arme parle par elle-même, c'est-à-dire qu'on peut tirer grâce à un système de miroir, on peut tirer sans avoir à sortir la tête, sans avoir à sortir le visage de la tranchée. Donc c'est un Lebel de tranchée et après on a d'autres Lebel avec des systèmes optiques, donc des lunettes pour les tireurs pour améliorer en fait le tir pour les combattants français. Alors, une autre particularité dans cette guerre de tranchées, quelque chose qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle la guerre des mines. Alors, qu'est-ce que c'est que la guerre des mines? C'est une guerre souterraine, puisque le champ de bataille va changer de dimension. On ne combat plus uniquement en plaine, sur un terrain plan, on va aussi s'enterrer, et ça se déroule dans certains secteurs, comme à Vauquois, comme aux Éparges, mais aussi à Notre-Dame-de-Lorette. Il y a également la guerre des mines, et c'est une guerre très technique qui est menée par le génie, par les sapeurs du génie. Et la finalité, l'objectif, c'est de creuser sous terre de plus en plus profondément des centaines, des dizaines de kilomètres de réseaux, de galeries, dans lesquels on essaye de passer en dessous des lignes ennemies. Et aux positions les plus extrêmes, on place des charges explosives qu'on fait sauter pour faire sauter en fait les abris et les réseaux de l'adversaire. Donc c'est mené par les sapeurs allemands ou par les sapeurs français. Et pour écouter ce qui se passe chez l'adversaire, eh bien, on a cet appareil qui est un géophone. Donc on plaçait le géophone sur les parois, et en fonction du son qui était émis dans ces galeries souterraines, on pouvait savoir si l'adversaire était en train de creuser, s'il était devant, s'il était derrière, s'il était en dessous. Et évidemment, quand on l'entendait plus creuser, c'était très mauvais signe. Ça veut dire que la mine, les explosifs allaient bientôt être employés. L'armement individuel, donc je vous ai dit, évolue. Et l'arme la plus employée, sans doute, eh bien, ce n'est pas forcément le couteau ou la matraque, contrairement aux images qui peuvent nous être données ou retranscrites par les récits ou par le cinéma, par exemple. L'arme du combattant dans les tranchées, c'est le plus souvent la grenade. Il y a une diversité de grenades à l'époque. Alors c'était une arme oubliée,
qui n'était plus très utilisée dans les armées françaises. Il n'y en avait presque plus en dotation et on va la réemployer avec des destinations et des usages différents. Il y aura les grenades défensives, il y aura les grenades offensives, il y aura les grenades suffocantes. Les premières grenades étant fabriquées comme celle-ci, la grenade qu'on dit pétaraquette, grenade de la 3e armée, par simplement des combattants qui prennent une plaquette de bois, des boîtes de conserve qu'ils remplissent d'explosifs, qu'ils remplissent de morceaux de fer, de clous, et qui sont lancés par les combattants. Donc les grenades et puis les revolvers et les pistolets. À l'origine, des armes qui étaient plutôt destinées aux officiers, mais qui, dans la tranchée, c'est plus simple de se battre avec une arme de poing qu'avec un fusil qui peut encombrer au moment des assauts et des attaques. Donc là, vous avez un soldat français en tenue d'assaut en 1918 et son sac, sa musette, très exactement, vous voyez, est remplie de grenades offensives. Et il est équipé également d'une pelle qui lui sert à amorcer, enfin la pelle qui à l'origine est utilisée pour les travaux de construction, mais qui peut servir également à amorcer les grenades sans avoir à utiliser les deux mains. Donc beaucoup d'armement dans cette partie sur combattre, mais évidemment les tranchées, c'est aussi les combats dans les tranchées. Alors je vous ai expliqué que le réseau devenait de plus en plus complexe, qu'il va s'étirer sur quelquefois des dizaines de kilomètres et ça devient presque une ville dans laquelle on a des codes pour circuler, pour se repérer, pour savoir où on est. C'est pas facile en fait quand on n'est jamais venu, quand on ne connaît pas. Donc va être décidé par les états-majors de nommer, d'identifier, de donner des noms aux boyaux, aux réseaux, aux lieux-dits, aux places d'armes, aux abris. Et ces lieux sont identifiés par des panneaux en bois, comme ceux-ci. Donc le boyau du labyrinthe, le boyau des tilleuls, la sape également. Donc évidemment, les hommes sont souvent en train de se déplacer dans les tranchées, que ce soit au moment des relèves. Donc tous les 6 à 8 jours, on monte aux tranchées, on descend aux tranchées, mais également ils se déplacent pour les hommes de corvée pour apporter notamment la soupe tous les jours, les estafettes pour transmettre les ordres, les informations du commandement ou pour rebasculer les informations au commandement. Et c'est un microcosme, un lieu où il y a beaucoup d'activités, où ça circule beaucoup les tranchées. Donc, il est important de se repérer. Et dans une séquence qu'on n'a pas visitée, mais que évidemment vous pouvez découvrir lorsque vous viendrez voir cette exposition, on évoque la cartographie très importante, que ce soit pour les officiers, pour le commandement, pour connaître l'organisation des tranchées, notamment des tranchées ennemies, et aussi pour les combattants, pour pouvoir se repérer dans le réseau complexe du système tranché. Alors, on va découvrir maintenant, pour conclure, la dernière séquence de l'exposition qui concerne la représentation des tranchées, que ce soit pendant la guerre, telle qu'elle est décrite par les combattants qui vivent quelque temps, qu'elle soit décrite par la presse dans les tranchées, enfin par la presse de l'arrière, pardon, ou alors jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, dans les représentations populaires ou dans le cinéma ou dans les arts graphiques par des combattants qui vivaient dans les tranchées, mais aussi des artistes de l'arrière ou alors des artistes ou alors les représentations par la section photographique aux armées et la section audiovisuelle aux armées, donc ce qui est aujourd'hui le CPAD, dont on présente un petit film. Et dans ce petit film de 5 minutes, c'est une compilation de la vie quotidienne, c'est une compilation de la vie dans les tranchées,
où évidemment c'est de la propagande, ça ne correspond pas à la réalité, et on nous montre en fait des hommes qui vivent au grand air, hein, dehors, et qui accomplissent différentes activités, mais qui ont l'air tout à fait anodines. Vous voyez, là, le combattant, il promène les chiens dans la tranchée, on distribue le courrier, etc. Et on est vraiment loin de la réalité de ce qu'était la vie dans les tranchées. Alors, évidemment, les hommes, les combattants hein, qui y vivent, qui passent un certain temps, ils sont marqués, voire traumatisés par cette expérience qu'ils vivent, et ils ont besoin quelquefois de l'exorciser. Alors ça peut être, ou de la raconter, ou de la transmettre, ça peut être de différentes manières. On l'évoque ici dans cette vitrine. Donc, soit ce sont les journaux de tranchée, dans lesquels les hommes racontent certains aspects, souvent avec beaucoup d'humour, de leur quotidien, que ce soit dans les courriers envoyés aux familles dans l'arrière, et ils sont nombreux. Je rappelle, il y a 5 millions de lettres, hein, près de 5 millions de lettres qui sont envoyées chaque jour. Donc là, on a des courriers dans lesquels, par exemple, un combattant raconte, c'est le soldat Fillon, raconte à ses parents « Notre vie se passe cachée sous la terre. Quelle existence, mais enfin, c'est la guerre. » Donc, vous voyez, il y a beaucoup de retenue aussi hein, dans ce qu'il raconte. Mais ça peut être la photographie. La photographie est interdite par l'autorité militaire, une fois qu'on est dans la zone des armées, mais finalement, c'est toléré et beaucoup de soldats photographes amateurs viennent avec leur appareil et saisissent des moments, des instantanés de ce qu'ils traversent, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils subissent également. Donc, on a des témoignages photographiques, que ce soit des tirages photographiques ou des photographies sur plaques de verre. Et dans le même temps, à l'arrière, on raconte aux civils, aux familles restées à l'arrière, ce qu'est la vie dans les tranchées. Souvent, c'est un peu les mêmes images hein, qui sont transmises, certains stéréotypes, certaines images un peu attendues. Alors, ça peut être sur différents vecteurs, comme ici des assiettes historiées, où on voit un combattant en train de cisailler un réseau de fils de fer barbelés. On a aussi des représentations qui participent des mythes et des légendes de la tranchée. Vous avez l'artiste George Scott, hein, qui était un peintre reporter affilié au musée de l'armée. Bon, là, il représente un combat dans les tranchées, un combat au corps à corps. Alors certes, il y a pu en avoir, mais c'était quand même rare, voire rarissime. Et il y a une dimension évidemment de propagande, hein, puisque c'est le soldat français qui a le dessus sur le soldat allemand, et les seuls morts qui sont représentés, évidemment, sont les soldats allemands. Donc on a sélectionné ici quelques œuvres graphiques qui nous parlent de la façon dont est montrée la tranchée aux civils et à l'arrière. On termine l'exposition, donc il y a encore quelques vitrines hein, pour évoquer les traces dans les paysages de ces réseaux gigantesques, complexes, qui ont évidemment bouleversé, détruit les terrains, les terres agricoles, les forêts sur lesquelles ils étaient implantés, installés. Quelquefois, après la guerre, il a été choisi de recouvrir, par exemple, de forêts, c'est le cas à Verdun, par exemple, de recouvrir les anciens lieux de tranchées. Quelquefois, les sites ont été rendus inaccessibles, et même encore aujourd'hui pour le public. Hein, c'est des camps militaires, par exemple, comme dans les monts de Champagne, à Mourmelon. C'est des zones dangereuses où il y a encore beaucoup de munitions qui sont en place. Et c'est des tranchées qui ont été aussi bouchées pour récupérer les terrains agricoles. Donc là, on est plutôt dans l'Artois, dans la Somme, où on a réutilisé les lieux où se trouvaient des tranchées pour les recultiver, même si les traces et notamment les munitions se trouvent quelquefois encore, les munitions et les corps aussi des combattants qui n'ont pas pu être relevés se trouvent encore sur place. Et puis depuis quelques années, depuis les années 70-80, souvent à l'initiative privée, on a des sites qui sont remis à jour
pour des sites où se trouvaient des tranchées qui sont remis à jour pour en faire des lieux de découverte et des lieux d'explication, de compréhension de ce qu'était la tranchée. Donc on a l'exemple à la Main de Massige, par exemple. On a l'exemple aussi à Vauquois, où on a l'association des Amis de Vauquois qui a dégagé 19 km de galeries souterraines. Donc c'est des lieux qui sont maintenant visitables, accessibles, sécurisés aussi, pour découvrir en fait ce que c'était le réseau de tranchées pendant la guerre 14-18. Donc on arrive au terme de l'exposition. Il y a encore une petite partie, mais on ne va pas la découvrir. Donc écoutez, j'étais ravie de vous accompagner dans cette découverte. J'espère surtout qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus et de visiter l'exposition. Et si vous le souhaitez, il y a également chaque dimanche à 14h30 une visite guidée pour découvrir avec un médiateur, un guide, l'exposition. Donc on sera évidemment ravis de vous accueillir et que vous puissiez découvrir en fait la richesse des collections qui y sont présentées et exposées. Je vous remercie. À bientôt.